Bonjour à tous et bienvenue sur Entre Cultistes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui me tient particulièrement à cœur, qui est peut-être le jeu que j'ai le plus fait jouer ces dernières années. Il s'agit de Cthulhu Hack. Vous en êtes peut-être rendu compte avec la vidéo de Navet sur Morkborg où il crache son amour pour ce jeu. Eh bien, en ce moment, avec l'équipe, on a décidé de vous présenter un peu nos jeux coup de cœur, nos jeux d'amour, les jeux qu'on apprécie particulièrement, les jeux avec lesquels on n'est peut-être pas forcément extrêmement objectif, qui ont une place un petit peu à part. Mais bon, ça fait partie de la passion qu'on partage. Et donc, plutôt que de faire une critique classique sur ces jeux-là, on a décidé de faire des vidéos un peu plus montées, un peu plus quali, un peu plus travaillées, un peu plus écrites, afin que le jeu ait un écrin à la hauteur de l'amour qu'on lui porte en termes de vidéos. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas, bourrez la place de pouce bleu et dites-le nous en commentaire, puisqu'on pourra améliorer, ce qu'on pourrait changer aussi évidemment. Et si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est important, ça nous soutient. Donc si le contenu vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas une seconde. Pour information, cette vidéo n'est sponsorisée par personne, comme quoi je peux être dithyrambique sans être soudoyé. Sur ce, bon visionnage, je vous laisse avec la critique de Cthulhu Hack, le jeu où on peut mourir d'avoir trop lu. Ironiquement, on le rapproche pas mal de Twitter quand même. Il y a des jeux qui frappent à votre porte comme un créancier trop poli. Ils demandent un peu de votre temps, un peu de votre imagination et promettent un monde de mystères, d'enquêtes et d'horreurs innommables. Et puis il y a ceux qui entrent sans frapper, renversant la table, ou jetant un dessin à la figure et hurlent à la lune en langage à clos. Cthulhu Hack, lui, c'est pas tout à fait ça. C'est le cousin discret, celui qu'on n'invite pas vraiment, mais qui reste là, dans l'ombre, à observer, à prendre des notes, celui qui fume sans allumer la clope, celui qui connaît tous les secrets, mais les murmure comme s'il craignait qu'on les entende vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit jeu avec un grand nom, un hack de plus dans un monde où tout a déjà été hacké, même votre cerveau. Un jeu qui dit beaucoup en très peu et parfois, c'est bien plus terrifiant que 1000 pages de règles. Cthulhu Hack, c'est ce genre de jeu qui n'a pas besoin de hurler pour se faire entendre. On parle doucement, calmement et de manière très posée. Cthulhu Hack, c'est un jeu qui d'abord est sorti dans un tout petit format, cartonné, une centaine de pages. Les 12 singes se sont dit que ce serait dommage de laisser ça dans sa langue natale, et donc ils l'ont pris, ils ont soufflé la poussière du grimoire, et ils ont essayé de l'éditer en France. On aurait pu se dire qu'ils allaient faire juste un effort de traduction, mais c'est mal les connaître. Plutôt que de mettre une couche de vernis local et de faire quelques ajustements, ils ont préféré travailler dessus, en faire un produit phare des Dark Monkeys, et ils ont préféré mettre les mains dans le cambouis pour essayer d'en ressortir un peu l'essence, la substantifique moelle. J'ai toujours trouvé étonnant qu'un petit jeu comme Cthulhu Hack, qui à l'origine fait une centaine de pages scénario inclus, et dont de la timidité transpire jusque dans sa couverture souple, puisse enfanter d'innombrables suppléments aux ambitions parfois démesurées. Il était donc temps que, comme cette vidéo, les 12 singes offrent à Cthulhu Hack l'écrin que ce jeu mérite. Réédition, couverture cartonnée, mini-campagne intégrée, mise à jour du système et quelques mécaniques, le boulot est précis, intelligent et chirurgical. Passons cela en revue. Cthulhu Hack, à la base, c'est un rejeton d'un jeu d'OSR de 2016 qui s'appelle The Black Hack. Et pour faire plaisir à Zachem, et parce qu'il faut quand même le citer, à la base, c'est juste une simplification de Donjons et Dragons. Mais comme tout bon ouvrage du mythe, il a fini par muter, se transformer et avoir la volonté de répondre à une question. Comment on fait vivre des enquêtes paranormales à la Lovecraft sans singer l'auteur, sans juste relire ses textes en prenant l'accent de Providence? La réponse, en allant à l'essentiel. Cthulhu Hack, c'est avant tout une philosophie de jeu, une volonté, celle de mettre en danger les joueurs, les affaiblir, les rendre vulnérables. Et pour cela, le jeu repose sur un concept tout simple. Dans Cthulhu Hack, les joueurs cherchent rarement à réussir une action. Ils cherchent surtout à ne pas s'effondrer. Jetons un œil à la fiche de personnage pour comprendre les mécaniques. Nous avons 6 sauvegardes, chiffrées. Elles représentent la résistance des personnages aux agressions extérieures. On parlait de Donjons et Dragons, on les retrouve. Force, intelligence, dextérité, constitution. On les connaît bien, on les connaît par cœur. Exemple, je dois éviter cette poire de thé noire lancée à la folle vitesse de 40 km/h sur moi. Je lance un dé 20, si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de ma sauvegarde, en l'occurrence à dextérité, j'arrive à éviter le danger. Pas de seuil de difficulté, pas de calcul d'apothicaire fou. Au pire, si la menace est considérée facile, on peut octroyer un avantage au jet, ou un désavantage dans le cas inverse.
Mais le génie du système va plus loin que ces sauvegardes, c'est surtout lorsqu'on aborde les ressources. Que ce soit pour enquêter, interroger, fabriquer des faux papiers ou toute autre action que les investigateurs voudront faire, ils vont s'appuyer sur deux ressources, la torche et le bagout. La torche représente la capacité du personnage à rechercher physiquement quelque chose, tandis que le bagout permettra de discuter, convaincre, intimider ou toute autre action sociale. Chacune de ces ressources est matérialisée par un niveau de dé, qui va de D12 pour la meilleure à D4 pour la pire. Lorsqu'un joueur utilise sa ressource, il lance un dé, son dé de ressources équivalent au niveau de sa ressource, et il réussit son action. Toujours. Sauf que s'il fait 1 ou 2, une complication intervient et son niveau de dé baisse d'un cran. Un D6 deviendra par exemple un D4. Le joueur s'épuise donc au fur et à mesure du scénario. Et je peux vous dire que quand vous êtes coincé dans une grotte immergée, qu'il vous reste un D4 de torche pour trouver une clé qui est au fond, et qui est le seul moyen d'ouvrir la grille qui va vous permettre d'échapper à la noyade assurée, eh bien on ressent bien la tension. C'est ça la force de Cthulhu Hack, c'est que le jet de dés a un impact sur le personnage et sur le joueur. Il fait partie des outils mécaniques qui vont stresser le joueur. Et ça, c'est une philosophie qui est extrêmement importante dans Cthulhu Hack. Car elle permet, comme les anti-héros de Lovecraft, de simuler le fait que c'est par ses actions que l'investigateur va se rapprocher de la mort ou de la folie. Dans la plupart des écrits de Lovecraft, l'investigateur, s'il ne fait rien, s'il reste chez lui, il reste clerc de notaire, universitaire ou je ne sais quoi. Sa vie ne bouge pas, elle ne change pas, il ne se passe rien. Mais c'est en cherchant, c'est en fouillant, c'est en enquêtant sur des vérités impies qu'il fonce lui-même vers sa propre destinée, vers sa mort ou sa folie certaine. Et Cthulhu Hack, c'est un petit peu ça. Plus les joueurs vont s'engager dans ce tunnel, plus les joueurs vont s'investir pour essayer de découvrir des vérités qui, au final, auraient préféré ne jamais entreapercevoir. Et bien, c'est leurs actions qui vont faire en sorte qu'ils deviennent fous ou morts. Lorsqu'une de ces ressources est à D4 et descend, elle n'est plus disponible, le personnage ne peut plus l'utiliser. En termes de RP, cela signifie qu'il est épuisé, fatigué, il n'arrive plus à tenir une argumentation, il perd ses mots, il bafouille, il n'arrive plus à faire le lien entre les différents indices, ou n'arrive plus à voir ce qu'il a là, devant lui, juste sous ses yeux. Un peu comme quand on cherche nos clés de voiture qu'on a dans la poche depuis 15 minutes. Mais ce système de ressources existe aussi pour les équipements. Un revolver de base aura un D8. Si le personnage part en expédition dans la jungle, ses vivres seront aussi une ressource, tout comme sa lampe de poche en explorant des catacombes, ou sa bouteille d'oxygène en plongeant dans les abysses pour découvrir une cité antédiluvienne. Dans Cthulhu Hack, chaque élément pouvant apporter de l'attention le fait, et c'est d'une efficacité folle. Alors pour parler un peu plus de cette nouvelle édition des 12 singes, il faut comprendre que c'est une réédition et pas une réimpression. Il y a des ajustements qui ont été faits, il y a des petits changements qui ont été mis en place, il y a une mini-campagne qui a été intégrée à ce livre, et il a enfin une couverture cartonnée. On peut en effet quasiment parler de Cthulhu Hack V2. Tout d'abord, ils ont rajouté un nouvel archétype, l'artiste. Les archétypes définissent les niveaux de nos ressources, de nos sauvegardes primaires et secondaires. Ils ont retravaillé les points de fortune également, qu'ils ont mixés à la règle qui apparaissait avant sur l'adrénaline. Aujourd'hui, un joueur peut ajouter un point de fortune sur sa fiche s'il en a 0 ou 1 pour relancer un jet de sauvegarde ou de ressources ratées. Mais il peut, s'il a 0 point de fortune, en ajouter 2 pour réussir automatiquement un jet de sauvegarde ou de fortune. Mais on ne joue pas impunément avec les fils du destin dans Cthulhu Hack, non. Car le MJ pourra à n'importe quel moment récupérer 1 ou 2 de ses jetons pour pouvoir faire relancer un jet qui aurait été réussi par exemple, pour pouvoir mettre en danger un personnage de la scène, pour ajouter une nouvelle menace s'il le sent nécessaire. Il aura pas mal d'armes pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues des investigateurs pour leur faire payer le prix de leur triche. Autre ajout intelligent, les compétences. Cthulhu Hack n'avait pas de système de compétences, et pour ne pas alourdir ce système mais améliorer les différenciations entre les personnages, cette nouvelle version permet de choisir 2 compétences liées à sa profession. Théologie et histoire pour un pasteur par exemple, ou mécanique et navigation pour un aviateur. Lorsque le personnage fait un jet en lien, il a l'avantage. Et s'il doit trouver des informations ou autres en lien, il les obtient directement sans faire de jet de ressources. Simple et efficace. Bien sûr, à ça viennent s'ajouter beaucoup d'autres règles, même si elles restent assez simplistes.
de ressources de santé mentale, de traumas physiques et psychologiques, des règles pour gérer les affrontements, etc., etc. Le système reste très simple, le but est qu'il se fasse au maximum oublier pour qu'on reste dans la narration, tout simplement. Mais ce que je voulais mettre en lumière, surtout sur cette réédition des 12 singes, c'est peut-être une des parties que j'ai trouvé le mieux foutu du bouquin, c'est la mini-campagne. Le premier constat est que le livre ne balance pas cette mini-campagne au rabais. Sur les 160 pages du manuel, la moitié, 80, sont occupées par cette campagne. Car Cthulhuac est un jeu qui se joue, il est important de le mettre en avant. Et plutôt que de nous propulser dans l'Amérique des années 20, avec ses speakeasy, ses universités froides et humides, Cthulhuac a eu l'excellente idée de nous projeter en Europe, et pas n'importe où et pas à n'importe quel moment. On se retrouve dans l'Italie des années 20, fond de montée du fascisme, crise économique, révolte ouvrière. L'ambiance est posée. Sincèrement, la campagne est excellente, avec un premier scénario qui prend les habitués de Lovecraft à contre-pied, un deuxième plus classique avec une investigation occulte, et un troisième un peu plus pulp avec un affrontement frontal. Cette mini-campagne permet aux MJ et aux joueurs de voir tout ce qu'on peut faire en termes d'ambiance et d'intensité avec le jeu. Et cette approche est remarquable. Comme souvent avec les 12 singes, il y a également énormément d'aides de jeu qui sont de qualité, et ça à table, ça fait toujours son petit effet. Des profondeurs insondables de la terre aux royaumes oubliés et submergés, en passant par le monde des morts ou la contrée des rêves, l'horreur s'immisce partout. Elle suinte, transpire, tout en attirant l'investigateur trop curieux dans ses mâchoires acérées. Pas de répit, pas de survie pour celui coincé, piégé dans un étroit boyau de pierre, abandonné de ses pairs et qui n'aura que pour seul allié le rythme de plus en plus rapide de sa propre respiration et de sa pression sanguine venant frapper ses membranes intérieures, tandis que dans un dernier clignotement, sa lampe torche rend l'âme. Mais la force de Cthulhuac, c'est pas uniquement cette réédition, malgré sa qualité, c'est surtout sa gamme. La gamme de Cthulhuac commence à être extrêmement large et à proposer pas mal de choses, autant pour les MJ confirmés que débutants. Et ça va permettre d'amener énormément de choses à sa partie, de pouvoir avoir des outils, de pouvoir avoir des moyens de création, des ambiances à poser, et elles sont plutôt intéressantes et plutôt bien écrites. Les 12 singes ont pris l'habitude de travailler ça par thème, et sur chaque thème, il va y avoir un triptyque, donc 3 livres qui vont sortir et qui vont permettre d'aborder différents aspects de ce thème. Commençons par exemple par jeter un coup d'œil au Libri Mondorum. Les Libri Mondorum sont donc un triptyque, mais comme dans tous les triptyques qu'on va pouvoir voir, les ouvrages sont indépendants et peuvent être achetés individuellement. Ce n'est pas la peine d'avoir tous les ouvrages pour pouvoir commencer à les exploiter. Et chaque ouvrage va apporter un aspect bien précis du thème qui est développé. Pour le coup, dans le Libri Mondorum, on parle de royaume, on parle de lieux, on parle d'emplacements géographiques qui sont en dehors de la terre connue et reconnue, peu importe l'époque à laquelle on joue à Cthulhuac. Nous avons donc les royaumes chtoniens qui va s'intéresser au monde souterrain. Nous avons également les mondes engloutis qui vont nous projeter au royaume des profonds ou en Atlantide, etc. pour les mondes qui ont été immergés. Et enfin, nous avons les terres indicibles qui vont nous projeter dans la cité sans nom, le domaine de Pan ou l'outre-monde. Ce qui est intéressant avec ces ouvrages, c'est que chaque ouvrage va donc amener son lot de lore avec une construction qui est plutôt claire, une construction où on va tout d'abord expliquer un petit peu à quoi ressemble ce monde, quels sont les enjeux qui s'y jouent, quels sont les peuples qui y habitent s'il y en a, à quoi cela ressemble, quels sont les accès pour s'y rendre. On aura généralement une partie géographie avec les différents lieux clés, les différents endroits à visiter, à pouvoir aller voir, aller explorer. Et nous avons aussi généralement une partie sur la population ou les divinités ou les menaces qu'il peut y avoir à l'intérieur. Tout ça, c'est du lore assez classique, même s'il est intéressant, il peut être assez difficile de le faire intégrer à une campagne ou à des scénarios. C'est pour ça que nous avons, pour aider tout cela, un bestiaire qui est lié à chaque fois au lieu qui est présenté et qui a été visité, mais surtout une partie excellente qui s'appelle la partie enjeu, où pour chacun des royaumes, à chaque fois, cette partie va permettre déjà de définir l'ambiance qu'on va pouvoir mettre en place en utilisant ce supplément. Si on prend par exemple les royaumes chtoniens, l'ambiance du premier royaume qui est donc Nian, on va voir que plutôt que de projeter directement nos joueurs dans ce monde-là et de le faire découvrir un petit peu à la pelle et la truelle en forçant un peu sur les bords, le jeu a nous proposé plutôt de partir sur 3 styles d'ambiance différentes. Tout d'abord, par exemple, l'exploration pulp. En gros, mettre en place une expédition
avec différents personnages pour aller explorer ces terres oubliées. Ça va nous donner quelque chose qui va se rapprocher dans l'esprit un petit peu des montagnes hallucinées de Lovecraft, où on va partir dans une expédition dans un lieu où de tous les dangers, un lieu où la survie va être importante et où on va y affronter des créatures. Donc on a un esprit assez pulp et assez aventure. Mais comme vous le voyez, il nous déclare aussi l'ambiance sur l'horreur souterraine. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on va rentrer dans ces cités, on va passer par des chemins qui sont des chemins de traverse. Il n'y a pas de portail magique forcément, il n'y a pas de téléportation ou autre. Non, il va falloir qu'on pas eu dans des grottes, qu'on fasse de la spéologie, qu'on aille fouiller. Et pour le coup, ça peut donner lieu à des scénarios absolument incroyables où nos personnages plongés dans le noir vont devoir survivre à des créatures peut-être moins visibles, plus indicibles, à écouter les griffures ou les grognements de choses qui sont peut-être aussi proches que lointaines, nous ne savons pas. Donc on a une ambiance qui est très très différente de l'aspect exploration qu'on peut avoir sur la première proposition. Et enfin, nous avons aussi l'aspect science-fiction angoissante. En effet, il y a une proto-civilisation, il y a une espèce de civilisation ancienne qui a été oubliée, et du coup on peut faire un scénario où on va partir à la découverte de ces ruines qui dépassent l'entendement, de ces ruines qui remettent en question absolument tous les savoirs et toutes les connaissances humaines sur l'évolution humaine et l'origine de l'homme. Et pour le coup, c'est 3 ambiances qui sont extrêmement différentes. Et pour chacun des royaumes, dans chacun des livres, on va avoir accès à ce principe du en-jeu, qu'est-ce qu'on peut faire avec en termes d'ambiance et en termes de jeu. Et c'est toujours la volonté dans ces suppléments, et dans quasiment tous les suppléments des 12 singes sur la gamme Toulouac, d'avoir une proposition du qu'est-ce qu'on en fait à table, comment est-ce qu'on le joue, et comment est-ce qu'on rend ça original pour que ça colle à notre table. La section en jeu se continue ensuite avec des types d'intrigues. En plus de nous installer une ambiance, on peut aussi aller chercher quel type d'intrigue on veut. Par exemple, est-ce qu'on va aller rechercher une information qui aurait été perdue à Knern? Est-ce qu'on va aller à la recherche d'un objet perdu, d'un artefact oublié? Est-ce qu'on va aller rechercher un individu qui a disparu par ce chemin et qu'on va essayer d'explorer ou d'aller récupérer en s'y engageant nous-mêmes? Ou est-ce que c'est ce monde qui va venir rejaillir à la surface? On va s'aventurer là-bas pour essayer de comprendre un phénomène qui se passera à la surface, une éruption ou d'autres choses comme ça. Ou est-ce qu'il faudrait aller capturer ou neutraliser des personnes sur place? On a donc des suppléments qui amènent du lore qui est écrit de manière à ce qu'il soit facile à retenir et qui nous permet de le faire jouer assez rapidement et assez efficacement. Et pour le coup, ça nous change énormément des livres de lore où on a des tartines de lore qui sont toujours intéressants mais qui sont toujours un peu difficiles à faire entrer dans les parties. Là pour le coup, on a pas mal d'astuces qui vont permettre de le faire et c'est assez intéressant. Au niveau des Libri Mondorum, à la fin de chacun de ces ouvrages, nous avons du coup 3 scénarios qui vont représenter des scénarios pour chacun des mondes, ce qui nous fait encore une fois cette volonté de vouloir faire jouer le supplément qu'on a en main, de faire jouer ce qui est écrit dans le livre. Si on veut continuer à faire un rapide tour de gamme de Cthulhuac, on va également parler des Libri Monstrorum qui s'intéressent aux créatures du mythe, mais pas que, avec un premier ouvrage qui est tout simplement le bestiaire. Il en faut un à tout jeu de rôle. Si on veut faire un peu de pulp ou un peu d'aventure, un peu d'action, il va falloir qu'on ait des créatures à opposer à nos joueurs. Et donc le bestiaire est un bestiaire assez classique où on va avoir des illustrations, des stats de créatures, ainsi que, pour ceux qui le souhaitent ou qui veulent aller sur un aspect plus narratif, un peu de lore autour de la créature et surtout une partie descriptive qui va aider à décrire cette créature aux joueurs en gardant cet aspect un peu étrange, un peu innommable, indicible et ineffable pour essayer de garder l'horreur à table. On a également un excellent livre qui s'appelle Shub-Niggurath que j'aime beaucoup. Pour le coup, je les ai qu'en PDF, ceux-là, je les ai pas en physique, donc je ne peux pas vous les montrer en physique. Mais Shub-Niggurath est un ouvrage qui va permettre de créer ses propres horreurs, ses propres créatures, ce qui va permettre de déstabiliser un peu sa table, parce que à force de jouer à Cthulhu, on finit par les connaître, les chiens de Tidalos, les maigres bêtes de la nuit, les ghouls et autres polypes volants. Donc avec Shub-Niggurath, vous allez pouvoir créer des créatures horribles, absolument horribles. Vous pouvez les tirer au hasard, vous pouvez aller choisir ce que vous voulez dedans. C'est vous qui voyez. Mais du coup, c'est un ouvrage qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Une sorte de générateur de monstres avec également pas mal d'exemples de créatures. Et donc, vous avez évidemment des scénarios à l'intérieur du bouquin. Vous avez 4 scénarios. Et vous avez, pour terminer sur la partie monstre, le Wendigo, qui est donc un recueil de scénarios pour le coup. Il y a 5 scénarios où on va aller affronter un peu des créatures du folklore, dans des enquêtes généralement dans la nature, où on va partir en trek sauvage, dans les forêts, dans les immenses forêts.
et on risque de rencontrer des créatures absolument abominables. Donc 3 ouvrages qui sont peut-être un peu plus classiques que les Libri Mondorum pour le coup, mais Shub-Niggurath et Wendigo sont des ouvrages qui sont vraiment des ouvrages de qualité, et le bestiaire, si vous voulez au bout d'un moment pouvoir faire quelque chose de plus large, sans avoir à écrire toutes vos créatures, etc., vous pouvez évidemment vous appuyer dessus. Enfin, en termes de triptyque, on va arriver au dernier triptyque qui s'appelle le Libri Arcanorum. Le Libri Arcanorum est donc axé sur la magie, avec un premier ouvrage qui est sobrement intitulé Magie, qui va permettre d'ajouter des règles de magie, qui va permettre d'ajouter des sorts, qui va permettre d'ajouter des écrits interdits, des rituels, des signes obscurs, des glyphes, toutes ces choses-là. Alors moi je suis pas un grand fan de la magie dans les jeux d'horreur, je trouve que ça casse un petit peu l'aspect horrifique de la chose. Mais voilà, si vous recherchez de la magie ou autre pour jouer à Cthulhuac, vous avez ce qu'il faut. Vous avez également dans ce triptyque l'ouvrage Culte, qui lui pour le coup est extrêmement intéressant, puisqu'il va vous permettre d'ajouter de l'opposition à vos joueurs par des cultes qui ont chacun leur personnalité, leur organisation, leurs objectifs, leur manière de combattre, de manigancer dans l'ombre. Et vous avez pour terminer l'ouvrage Cabal, qui est un recueil de 4 scénarios qui ont pour thème la magie, pour clore ce triptyque. Donc avec ces 3 triptyques, on a quand même quelque chose d'assez dense pour pouvoir réussir à lancer ces parties et aller dans la direction qu'on souhaite, c'est très malléable, sachant que la gamme Cthulhuac est quand même écrite pour que les MJ confirmés ils piochent des choses. Moi à chaque fois que je lis un ouvrage de Cthulhuac, je trouve des choses, alors que ça fait quand même 25 ans que je joue à Cthulhu, peut-être. Et les joueurs novices et les MJ novices vont réussir également à trouver des choses dedans. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment un aspect où chacun va pouvoir aller piocher dedans, que ce soit les scénarios, que ce soit des petits points de règle, que ce soit des petits ajouts de lore, des menaces, des ambiances. Il y a énormément de passages d'ambiance qui permettent d'en ressortir quelque chose en disant « Ah, ça ferait une scène excellente pour ma partie ». Et pour le coup, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et évidemment, si on veut terminer la gamme, il y a les campagnes. Les campagnes de Cthulhuac sont peut-être parmi les meilleures campagnes qui puissent se faire actuellement sur Cthulhu, sachant que les campagnes sur Call of Cthulhu classique sont... Il y en a de moins en moins, et puis elles commencent à vieillir, je veux dire, il est temps de les rafraîchir un peu, les masques Nyarlathotep et l'Orient Express, etc. Mais les campagnes de Cthulhuac, pour le coup, sont des campagnes extrêmement modernes, je trouve, dans leur esprit, que ce soit la ville en jaune, que ce soit les encagés, alors il y a les critiques, la lisière aussi, il y a des critiques sur la chaîne, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir ce que ça donne. Alors elles sont pas toutes excellentes, la lisière, moi je trouve qu'elle a pas mal de défauts. Les encagés est quasiment parfaite, c'est une de mes campagnes préférées. Il y a également un Rouge de la Ware avec la campagne du 6e saut, qui a un setting très particulier dans un espèce de Philadelphie uchronique qui est assez décadent, qui est très 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 bien. J'ai fait jouer la campagne, j'ai passé un moment absolument fou avec. Donc en termes de jeu, vous avez de quoi faire avec Cthulhuac, il y a vraiment de quoi faire. Il y a section 13 qui est sortie ou qui va sortir bientôt, je ne sais plus, que je n'ai pas encore, donc j'en ferai la critique si un jour je l'ai. Donc c'est une gamme qui est étendue et qui a priori va après s'arrêter, puisque au moment où je tourne la vidéo, les 12 singes viennent de ressortir un nouveau financement pour les Libri Deorum, je crois qu'ils ont appelé ça, où on va s'intéresser encore une fois sous forme de triptyque aux dieux, aux divinités, à Astur, à Nyarlathotep et à je ne sais plus quel est le dernier parce que j'ai pas le financement devant les yeux, mais voilà, la gamme elle est pas prête de s'arrêter, et pour le coup c'est plaisant de se dire qu'on va dans une gamme où il y a une vraie direction. Et ce Cthulhuac, ce petit bouquin de 100 pages avec des règles simplifiées de Donjons et Dragons, finit par se retrouver, je trouve personnellement, en frontal avec Call of Cthulhu. Et loin de baisser les yeux, Cthulhuac le regarde peut-être même de haut parfois, de Call of Cthulhu qu'on aime tous. Donc c'est pour ça, moi, que ce Cthulhuac c'est un peu un jeu d'amour, un jeu du cœur. La première fois que j'y ai joué, j'en attendais pas grand chose, et la partie a marché, et la plupart des parties que j'ai fait avec ont fonctionné, et c'est toujours un plaisir de se retrouver avec un système qui marche bien, et avec des ouvrages où on sait qu'on peut aller piocher à droite à gauche ce dont on a besoin pour faire jouer sa table. Et donc voilà, on a un petit peu fait le tour de ce qu'est Cthulhuac, de pourquoi est-ce que j'aime ce jeu d'amour, et pourquoi est-ce que je vais continuer à y jouer encore pendant des années et des années, même si je ne désespère pas à avoir un retour de Call of Cthulhu sur le devant de la scène réellement, avec des vrais suppléments impactants, plutôt que des éditions nouvelles de ce qui a déjà été fait par Sans Détour. Il est peut-être temps que Chaosium nous sorte une nouvelle version de Call of Cthulhu, peut-être un petit peu dépoussiérée, un petit peu remis au goût du jour, parce que quand on voit ce qui se fait à côté, il y a Cthulhuac, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres qui sont aussi excellents.
il est peut-être temps que le papa de tout ça, réaffirme un peu son autorité. En tout cas, Cthulhu Hack, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui, moi, me parle énormément et c'est un jeu que j'adore faire jouer, pour le coup. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas encore sur la chaîne, mais ça devrait arriver assez rapidement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, mettez le pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous y avez fait, est-ce que vous y avez joué? Est-ce que vous avez eu des expériences de partie, des retours, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous déplaisent, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir et puis ça permettra toujours d'échanger, ce qui est toujours intéressant. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et en attendant, je vous dis salut à tous!